nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Daniel Loayza. Daniel Loayza nous a fait le grand plaisir d'accepter cette carte blanche, pas au pied levé, mais en tout cas dans un délai relativement restreint. Et nous lui en sommes vraiment très reconnaissants. Daniel Loayza est traducteur, il est également dramaturge et enseigne le grec ancien. Il est traducteur de grec ancien et d'anglais, et il nous a préparé une surprise dont je ne sais rien. Voilà, et je lui laisse la parole. Merci, Jörn. À vrai dire, je n'en sais pas grand-chose non plus, parce que c'est ça, les cartes blanches, au pied levé. Mais j'ai quand même préparé certaines choses. J'ai ici une introduction. En guise de titre, j'ai écrit « Vous qui pensiez assister à une conférence dans les formes, perdez toute espérance ». C'est un peu long, mais les titres longs sont à la mode en ce moment. En fait, c'est plutôt une promenade ou une marelle que je vais vous proposer. Une promenade, une marelle qui était censée être sur les voies de l'enfance, si j'ai bien relu le programme. Figurez-vous que, ventre à terre, je m'étais lancé sur un tout autre sujet qui était la voix des enfants. Je crois qu'il en restera quelques traces dans cette marelle, mais après tout, bon, même s'il y a contresens, il ne sera pas tout à fait hors sujet, du moins je l'espère. En tout cas, je vous présente d'avance mes excuses pour mon esprit d'escalier. Je ne sais pas si on arrivera au bout de cette marelle. Alors, je ne voudrais pas être trop long. Je m'interdis absolument de passer l'heure dans une salle aussi petite et confinée et où la température monte aussi vite, d'autant que la salle a déjà été chauffée avant. Donc, je ne sais pas jusqu'où nous irons dans cette marelle. Je peux vous dire qu'il sera question de Lucrèce. Ça sera le morceau de résistance. Il sera question de Lucrèce. Il sera peut-être question de Shakespeare, c'est plus improbable. Il sera peut-être question du dieu Hermès et ou de Minou Drouet. Je sais que le sujet intéresse Jörn. Jörn, où es-tu? Tu es là. Je crois que ça, si on faisait voter la salle, toi tu voterais pour Minou Drouet, par exemple. Et je voudrais parler aussi d'un enfant moins connu, dont on ignore la date de naissance exacte, mais il est né en 1777, vous verrez de qui il s'agit, si je pense à parler de lui. Voilà. Alors, pour être sûr de ne pas me perdre en route, contrairement à ce qui est écrit ici, je pense que je vais commencer par la pièce de résistance. Non, je ne vais pas faire ça, parce que je voudrais faire autre chose avant. Pour être sûr de ne pas être tout à fait hors sujet, je vais prendre une garantie. Je vais d'abord vous parler d'un texte, tout simplement, que j'ai beaucoup aimé. Autrement dit, je voudrais faire un peu de publicité. C'est rare, pour quelqu'un dans ma position, de pouvoir faire de la publicité devant un public captif, donc je vais en profiter. Je voudrais faire de la publicité pour un texte que vous ne trouverez pas en librairie, mais j'espère que vous le trouverez très vite en librairie. Je pense que ça devrait se faire, puisque c'est un texte qui a eu l'aide à la traduction de la maison Antoine Vitesse, c'est un texte de théâtre, et qui a eu l'aide du CNT, du Centre national du théâtre, pour pouvoir être créé au théâtre. Il s'agit d'une pièce d'un auteur contemporain, donc, qui s'appelle Tiago Rodrigues, qui est lisboète, et le texte s'appelle « Tristesse et joie dans la vie des girafes ». Vous voyez, le texte existe, il est bien là, pas encore sous forme de livre, et c'est un texte qui, lui, n'est pas du tout hors sujet, et pour vous le prouver, je vais peut-être vous en lire quelques lignes, les premières. Le personnage qui parle, acte 1, scène 1, s'appelle Girafe. Il s'agit d'une petite fille de 9 ans. J'étais Geneviève Brissac, me voici maintenant une petite fille de 9 ans, pour vous. Girafe. Me voici en position de présenter un exposé intitulé « Tristesse et joie dans la vie des girafes ». J'espère que vous aurez plaisir à voir ce travail et que vous ne serez pas guettés par l'ennui. Un exposé est une recherche faite par un ou plusieurs élèves dans le but de le présenter à l'école. L'école est le bâtiment où les élèves absorbent l'éducation. L'éducation est un ensemble de règles pour le développement du corps et de l'esprit. Ça, c'est mon corps, et c'est un corps géant pour mon âge. Ça, c'est mon esprit. L'esprit est invisible, mais je vous jure que c'est un esprit géant pour mon âge. Mon âge a 9 ans, 1 mois et 12 jours, à compter du moment où je suis né, incluant les années bissextiles. Je suis par conséquent un enfant. Un enfant est la version minimale d'une personne.
Une personne est un mammifère bipède de genre humain avec un langage hautement développé. Les personnes de sexe masculin sont des hommes. Les personnes de sexe féminin sont des femmes. Les mammifères bipèdes du genre humain avec un langage hautement développé vivent en groupe composé par des ascendants et des descendants. Les ascendants sont ceux qui sont passés avant. Les descendants sont ceux qui passent maintenant et qui descendent de ceux qui sont passés avant. Ça, c'est le corps de l'homme qui est mon père, etc. etc. Ça, vous voyez, la page est assez compacte comme ça, mais rassurez-vous, ça ne dure pas longtemps, ça ne dure pas longtemps, et une très belle histoire, une très belle intrigue s'engage, parce que cette petite fille qui s'adresse à vous, par mon truchement, cette petite fille a un ours en peluche, par exemple, qui s'appelle Judy Garland, qui lui est un ours en peluche, le premier que je connaisse de son genre, qui est à la fois suicidaire et ordurier. Judy Garland veut mourir et emploie des tas de mots défendus aux filles de 9 ans, comme putain, merde, chier, voilà, et dialogue sans cesse avec cette petite fille qui, vous l'avez vu, a un vocabulaire très, très, très développé pour son âge. Ce vocabulaire s'explique, le sujet c'était bien la voix des enfants, là on est en plein dedans, je suppose, ça ne va pas durer. Ce vocabulaire s'explique par le fait que sa mère écrivait, je dis écrivait parce que sa mère est morte, et sa mère avait l'amour du dictionnaire, et sa mère, tous les jours, laissait des petits post-it codés sur le frigo ou ailleurs pour sa fille, en indiquant une page et une ligne d'un dictionnaire portugais de référence. Et la fille, en allant à la page et en comptant les lignes, tombait sur le bon mot et reconstituait le petit message que sa maman lui laissait. D'où la passion de la fille pour le dictionnaire, et sa maman lui a appris qu'il fallait toujours employer les mots exacts. Vous voyez qu'elle s'y applique. Bon, son père est resté seul. Son père va être obligé de suspendre la souscription à Disney Channel. Alors la petite fille, pas contente, avec son petit ours sous le bras, va partir dans Lisbonne pour essayer de trouver de quoi se payer l'abonnement à Disney Channel, mais à vie. Ce qui fait qu'elle cherche carrément 50 000 € tout de suite. Vous voyez ? Et son errance, comme ça, va la conduire jusque chez le Premier ministre, à qui, par un chantage ignoble au scandale pédophile, parce que la petite fille en route, n'est-ce pas, quand même, elle roule sa bosse dans Lisbonne, elle rencontre des gens, elle fait des expériences, elle apprend des choses. Elle apprend par exemple ce qu'est un rapport de force. Donc cette petite fille, par un chantage ignoble à l'image, réussit à extorquer au Premier ministre la signature d'un décret l'autorisant à braquer une banque pour encaisser 50 000 €. Et le ministre va signer. Il est prêt à signer, il signe. Et là, l'ours demande à la petite fille, lui dit à la petite fille, mais tant qu'on y est, puisqu'il est en train de faire une loi, il pourrait peut-être ajouter que ta maman peut revenir aussi. Et là, la petite fille dit non. Non, ça non. Comment ça non? Mais profites-en, c'est l'occasion ou jamais. Et le ministre dit, bah oui, je peux écrire ce que tu veux. Et la petite fille, non, 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 ça ne fait rien, ça ne fait rien. Elle laisse la feuille et elle s'en va. Et elle s'en va. Je ne vous raconte pas la dernière scène, ça c'est l'avant-dernière scène. Voyez. Mais tout d'un coup, cette histoire qui paraissait farfelue, absurde, un peu délirante, se découvre après coup comme étant peut-être une sorte de rêve, de solitude, d'une petite fille livrée à ce qui lui reste, son nounours suicidaire et ce livre que sa mère aimait tant. Mais ce rêve, si merveilleux qu'il soit, elle ne va pas le rêver jusqu'à rêver l'impossible, jusqu'à rêver le retour de sa mère. Là, non. Là, quand même dans le rêve, il y a des limites. Et les dernières paroles, je vous les donne tout de suite parce que je pensais les garder pour la fin, mais vous avez compris que je suis un peu désordonné dans le genre. Ça, c'est la fin du jour où j'ai grandi. Ça, c'est moi, ici et maintenant, en position de finaliser mon exposé intitulé « Tristesse et joie dans la vie des girafes ». J'espère que vous avez eu plaisir à voir ce travail et que l'ennui ne vous a pas guetté. Autrement dit, cette histoire, c'est bien l'histoire d'une petite fille qui doit apprendre à faire le deuil de sa mère parce qu'il n'y a pas d'autre voie pour grandir. C'est un texte poignant et on y entend une voix de petite fille, on y entend une voix d'enfant telle que moi, je n'en avais jamais lu auparavant, vraiment.
J'ai hâte de voir ça au théâtre, et j'ai été vraiment enchanté de lire cette traduction de Thomas Quillardet, voilà, donc, que je ne connais pas par ailleurs, donc traducteur du portugais, et le texte en français est un texte superbe, il paraît écrit en français. Donc, bénis soient les traducteurs du portugais, entre autres. Voilà, ça c'est la fin de la page de publicité. Ça, c'était la fin de la page de publicité, comme dirait la girafe. J'essaye de revenir dans le fil de mon exposé. Quelle heure est-il ? 4h20. Tout va bien ? Tout va bien. Voilà. Alors, je vous avais dit que je parlerais de quelqu'un qui est né en 1777, avant d'entrer dans le vif du sujet. Ça va se présenter sous forme de petits jeux. Il s'agit également d'une parole d'enfant. Vous voyez, ce n'est pas la voix de l'enfance, c'est la voix de l'enfant, ou la parole de l'enfant. En l'occurrence, cette parole est authentique. Elle a dû être prononcée vers 1784, puisque l'enfant en question avait 7 ans. Cet enfant était un fils de maçon dans un village pas loin de la ville allemande de Brunswick. Et ce petit garçon allait à l'école communale, une école qui était fréquentée par une centaine d'autres enfants de tous âges, voilà, et qui était gérée par un instituteur comme on les faisait à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un d'assez brutal, dont les méthodes pédagogiques consistaient essentiellement à taper sur les gens qui ouvraient la bouche. Un jour, les enfants ont été trop nombreux à ouvrir la bouche. Alors leur instituteur ne les a pas seulement frappés. Il a demandé aux enfants, il leur a flanqué une punition collective. Aujourd'hui, la loi interdit les punitions collectives, mais à l'époque, c'était possible. Il leur a dit de prendre leur ardoise et de faire une addition. Pour être punis, voilà, ils avaient 1 heure pour additionner tous les nombres de 1 à 100. Et il s'est assis, sans doute en ricanant, en disant « je ne veux pas entendre voler ». Il avait à peine fini d'énoncer le problème qu'un petit garçon donc, de 7 ans est arrivé avec son ardoise et l'a posée, retournée sur le bureau du maître en disant « Dalegze », paraît-il, en dialecte du 18e de la région de Brunswick. En allemand contemporain, ce serait quelque chose comme « Dalegze ». C'est bien ça. Bon, merci. Merci aux germanistes qui sont présents. Merci. Et il est allé s'asseoir et bâiller aux corneilles. Et le prof, pendant 1 heure, a médité la punition qu'il allait lui infliger pour avoir écrit n'importe quoi, et s'être fichu de lui. Et puis au bout d'1 heure, il y avait une pile d'ardoises et le prof a commencé à les jeter les unes derrière les autres parce que toutes les réponses étaient ineptes. Et il est arrivé à la première, et là, il y avait simplement écrit la réponse juste. Voilà, le petit garçon de 7 ans en question, qui avait donc prononcé cette parole et dont on entendait la voix pour la première fois dans l'histoire. Ce petit garçon s'appelait, vous l'avez peut-être deviné, Carl Friedrich Gauss. C'était Gauss, comme on dit en français, c'était Gauss. Il avait 7 ans et le professeur, l'instituteur évidemment, éberlué, lui a demandé « Mais quoi, tu le savais déjà ?» Et Gauss a répondu « Non. » Mais alors comment tu as fait ? Et Gauss lui a expliqué comment il a fait. Et donc le petit jeu, vous avez environ 40 minutes pour essayer de trouver à votre tour ce qu'a trouvé ce petit garçon de 7 ans. Comment a-t-il fait ? Quel raccourci a-t-il aperçu, ce petit garçon de 7 ans, pour résoudre cette addition à 100 termes en un éclair de seconde ? Voilà. Ceux d'entre vous qui connaissent la réponse, les éventuels mathématiciens, s'il vous plaît, ne soufflent pas et ne trichent pas. C'est une... Ah voilà, celui qui sait qui ne le dit pas, exactement. Et comme le disait aussi, je crois que c'était Groucho Marx, enfin même un enfant de 5 ans pourrait faire ça, qu'on m'amène un enfant de 5 ans. Voilà. Là, en l'occurrence, il en avait 7. Voilà, je vous laisse réfléchir, mais je reste avec vous. Laissez ça tourner dans un fond de votre inconscient. Et en attendant, on va peut-être tout de même entrer dans le vif du sujet. Mon premier réflexe, ça avait été de vous parler des voix d'enfants dans l'Antiquité. Parce qu'aussi bien, après tout, comme
Jörn le rappelait gentiment, l'Antiquité, c'était un tout petit peu ma spécialité, c'était ma partie, avant que je file travailler dans un théâtre. J'ai quitté l'université. Il va falloir que je pose le micro pour ouvrir ça, excusez-moi. Je suis sûr qu'il y a des comédiens surentraînés qui le font très bien, mais moi, vous voyez, je n'ai pas du tout l'habitude de la scène. J'ai quitté l'université pour travailler dans un théâtre, mais avant de quitter l'université, j'essayais d'être helléniste. On m'avait collé dans un poste en latin, vous allez vous en apercevoir. J'ai essayé de faire de la philo grecque, mais on m'a collé dans un poste de littérature latine. Et donc j'étais helléniste, certainement pas aussi éminent que M. Wiesmann, que j'ai aperçu hier soir. J'espère qu'il n'est pas là, parce que sinon, là, pour le coup, ce ne sera plus une crise de trac, ce sera carrément de l'asthme, des convulsions. Mais donc, j'étais helléniste et je me suis dit, je vais parler aux gens quand même de quelque chose que je sais à peu près. Je vais leur faire un petit itinéraire à travers les voix d'enfants dans l'Antiquité classique. Alors, je vais commencer par Homère. Après tout, Homère, c'est la source de notre littérature. Et j'ai commencé à relire, en essayant de m'orienter sur ma mémoire, à relire l'Iliade et l'Odyssée. Et je me suis aperçu que, décidément, ma mémoire ne me trompait pas, ça ne grouillait pas d'enfants là-dedans. Je me dis, enfin, quand même, il doit y avoir des voix d'enfants là-dedans. Dans l'Iliade, ce n'est pas étonnant qu'il n'y en ait pas, puisque, comme vous le savez, c'est l'histoire d'un long massacre, l'Iliade. Donc, des voix d'enfants, il n'y en a pas trop. Il y a Astyanax, le fils d'Hector, n'est-ce pas, qui dit adieu à son père, qui dit au revoir à son père, plutôt à qui son père dit au revoir quand il va se battre. Hector se penche au-dessus d'Astyanax que porte Andromaque, il se penche au-dessus de son fils, mais le petit garçon, enfin l'enfant, prend peur devant le casque étincelant de son père et se met à pleurer. Ça fait beaucoup rire le papa et la maman. Donc, première voix d'enfant dans la littérature, un enfant qui pleure. Un infans, plus exactement, c'est-à-dire un être qui n'a pas encore accès à la parole articulée. Je me dis non, ça c'est pas une bonne entrée en matière, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et je suis remonté au chant 9 de l'Iliade, et dans le chant 9 de l'Iliade, vous avez Phénix, le précepteur d'Achille, le vieux Phénix. Alors, dans le chant 9, c'est le chant qu'on appelle les ambassades, dans la littérature grecque, les ambassades. Depuis que Achille boude et ne veut pas aller combattre, les choses vont de plus en plus mal pour les Grecs. Alors Agamemnon se résout à envoyer une ambassade. Cette ambassade est choisie de façon à persuader Achille ou avoir des chances de le persuader au mieux. Vous avez Ulysse, le plus subtil parleur de l'armée, vous avez Phénix, le vieux précepteur d'Achille, et vous avez Ajax, le taiseux, le silencieux de Taciturne, mais le meilleur guerrier et le plus noble après Achille. Donc un homme qui vaut par son verbe, un homme qui vaut par ses attaches affectives avec celui qu'il faut persuader, et puis un homme qu'il respecte, tout simplement. Tous les trois échoueront pour trois raisons différentes. Même Phénix, qui est le deuxième à parler, échoue. Mais quand il parle mais que dit-il à Achille? Et il dit, Achille, je t'en prie, tu me connais, souviens-toi, c'est moi, Phénix, je te connais depuis tout petit, je t'ai fait sauter sur mes genoux, je t'ai donné à manger, je t'ai nourri sur mes genoux. C'est quand même très émouvant, ce vieil homme qui parle à Achille, le guerrier le plus farouche. Je t'ai nourri assis sur mes genoux, c'est moi qui t'ai donné la béquille, et quand tu me vomissais dessus, c'est moi qui t'essuyais. Et c'est tout. J'ai caramba, là non plus, il n'a rien dit. C'est aussi un infans, c'est aussi un bébé, et sa seule manifestation orale, c'est de vomir sur son précepteur. Bon, Homère n'est pas une bonne entrée en matière. Mais alors qui? Alors, sous le nom d'Homère, il y a aussi les hymnes homériques. Et là, bonne pioche. Dans les hymnes homériques, vous avez un hymne qui est un hymne à Hermès. Le temps file, je n'aurai pas le temps d'en parler davantage, mais j'aurais pu. L'hymne à Hermès est un hymne qui célèbre la naissance d'Hermès et qui raconte comment ce galopin, dès sa naissance, à peine né le jour même, quasiment, est allé voler un troupeau de 50 vaches appartenant à son frère Apollon, peu après avoir croisé la route d'une tortue qu'il attrape. Oh, je vais quand même vous en lire un bout parce que c'est formidable. Je vais quand même vous en dire un bout, je ne résiste pas, tant pis. Alors, dans l'hymne à Hermès,
Est-ce que ça existe seulement en édition de poche? Ça mériterait. Nous y voilà. Nous y voilà. Après qu'il eut jailli des flancs immortels de sa mère, il ne devait pas rester longtemps dans son berceau sacré. Au contraire, cet enfant-là, franchissant le seuil de l'antre élevé, se mettait déjà à la recherche des vaches d'Apollon. En ce lieu, il trouva une tortue qui lui procura des jouissances sans nombre. Hermès sut le premier fabriquer un instrument de musique avec la tortue qu'il rencontra sur la porte de la cour. Cependant que d'un pas nonchalant, elle paissait devant la demeure, l'herbe fleurie. Le fils bienfaisant de Zeus la considéra, se mit à rire et lui tint aussitôt ce langage. Ah, enfin un enfant qui parle, et même un nouveau-né. La riche aubaine que me voilà, je ne la dédaigne pas. Salut, beauté charmante qui rythme la danse, compagne des festins. Que j'ai de plaisir à te voir paraître. D'où vient ce beau jouet? Tu es carapace aux reflets changeants, une tortue qui vit dans la montagne. Eh bien, je vais te prendre et t'emporter dans ma maison. Loin de te mépriser, je tirerai quelque chose de toi et serai le premier à qui tu serviras. On est bien mieux chez soi, dehors on se ruine. Vivante, tu protégeras contre la magie malfaisante, mais une fois morte, tu pourrais chanter fort bien. Il parlait ainsi, et la prenant à deux mains, il rentra avec lui, chez lui avec cet aimable jouet. Alors, retournant la bête, avec un burin de fer mat, il arracha la moelle de vie à la tortue des montagnes. Comme une pensée rapide traverse le cœur d'un homme que hante de pressants soucis, ou comme on voit tourner les feux d'un regard, ainsi le glorieux Hermès méditait à la fois des paroles et des actes. Il tailla des tiges de roseaux, etc., etc. Donc vous voyez, cet enfant à peine né pense à sortir. À peine sorti, il tombe sur une tortue. À peine il a vu la tortue, qu'il voit dans la tortue l'instrument de musique qu'il va inventer et qui lui évitera de se faire flanquer une bonne fessée par Apollon quand il lui aura volé ses vaches. Parce que son grand frère Apollon, quand même, a la dent dure. Hein, mais Hermès va lui faire cadeau de la lyre, car c'est Hermès, dès sa naissance, qui invente la lyre dont Apollon se servira pour chanter. Voilà donc enfin un enfant qui parle. Oui, mais cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est un dieu. C'est Hermès. C'est Hermès qui, comme vous le constatez, ne passe pas par la case de l'infantia, c'est-à-dire par la case de l'enfance à proprement parler, au sens étymologique du terme, puisque l'infantia, n'est-ce pas, c'est le fait de ne pas pouvoir, avec le in privatif, c'est le fait de ne pas pouvoir fari, de ne pas pouvoir parler. Or, Hermès ne passe pas par cette case. Mauvaise pioche, éliminé. Bon, je redescends jusqu'au tragique, cher à mon cœur, Échille, Sophocle et Euripide. Et là, pour être très bref, vous ne trouverez pas d'enfants non plus. Vous trouverez des personnages d'enfants, mais qui sont interprétés par des figurants muets. Voilà, donc pas de parole d'enfants, pas de voix enfantine. Ils sont joués par des figurants muets ou parfois simplement par des poupées. Je vous avais apporté au cas, parce que dans ma folie, je pensais avoir le temps, je vous avais apporté deux exemples. Je vous avais apporté Mon vieux Sophocle, avec Ajax dedans, une très belle pièce. Dans Ajax, vous avez un enfant, vous avez un infans. Il est tellement infans qu'il ne décoince pas un seul mot. C'est son père qui lui parle, qui lui dit des choses sur l'enfance, qui lui dit que l'enfance, c'est mieux que tout parce qu'on n'est pas conscient, parce qu'on n'a pas la conscience, parce qu'on ne pense pas. Là-dessus, son père lui donne son bouclier et va se suicider. Alors, non, je dis non, ça n'est pas un bon exemple, mais qu'est-ce qu'il y a comme autres enfants dans les mythes grecs? Ah oui, je me souviens. Il y a, bon, les enfants de Médée ne parlent pas non plus. Hein. C'est Médée qui fait les questions et les réponses. Mais voici un enfant d'Euripide. Et là, alors lui, il parle beaucoup, Attendez, il fait même le prologue. Et les prologues d'Euripide, ça peut être long. Il parle sur 58 vers. Alors, rassurez-vous, on ne va pas les lire tous, et vous allez comprendre très vite pourquoi nous n'allons pas les lire tous. Voici donc 58 vers de paroles d'enfants, hein, d'une voix enfantine, chez Euripide. On n'ira pas au bout. Heko nekron koithmona kais koton pulas dipon, hin ades horis oikistai theon, poludoros, hekabes pais gegos teskiseos priamute patros, hos mepei frigon polin kindinos esre doripesein helleniko, deisas hypexepemse troikesrtonos,
polymesthoros prosdoma threikiuxenu. C'était juste pour faire entendre cette langue qu'on travaille tant à faire disparaître de nos jours, alors qu'elle est déjà morte, paraît-il. Bon. Ceux d'entre vous qui ont fait du grec ont entendu passer quelques noms propres. Polydore, Écube, Priam. Polydore, fils d'Écube et de Priam. Donc ceux d'entre vous qui ont une culture classique savent déjà pourquoi je ne vais pas plus loin. Pour les autres, voici une traduction un peu récente. « J'ai quitté la cache des morts et les portes de l'ombre où Hadès habite à l'écart des dieux, et me voici, Polydore, enfant d'Écube, la fille de Chysée et de Priam, mon père, qui, lorsque la cité phrygienne menaça de tomber sous la lance des Grecs, pris de peur, m'envoya en secret hors de la terre troyenne vers la maison du Thrace Polymestor, son hôte, etc., etc. » Autrement dit, la voix que vous entendez là, c'est la voix d'un fantôme. Voilà, l'enfant est mort. Voilà pourquoi vous l'entendez. La seule raison pour laquelle cet enfant peut parler, c'est parce qu'il est mort. Et oui, on l'a déjà tué. Donc il vient expliquer qui l'a tué, comment, pourquoi, dans quelles circonstances on a découvert son corps, et comme sa mère va être triste quand elle va trouver son cadavre étendu sur la grève. Cet enfant parle parce qu'il est déjà mort, parce qu'il revient de parmi les morts. Et donc ce n'est pas du tout la parole d'un enfant de, disons, 10-12 ans, c'est le plus jeune des enfants de Priam, hein. C'est la parole d'un être qui est déjà passé de l'autre côté et qui par conséquent a accédé à une autre conscience. Éliminé. Alors, je ne vais pas traverser toute la littérature grecque comme ça, je finirai par vous déprimer et vous dire, mais alors vraiment, les Grecs ne s'intéressaient pas à leurs enfants, c'est tout à fait faux. Voici le seul dialogue de Platon dont les personnages soient des enfants. Il s'appelle Lysis. Il est superbe, il est très intéressant. Lui, il mériterait vraiment qu'on y passe des heures, mais nous n'en avons pas. Je l'ai apporté quand même pour plusieurs raisons. La première, à part que c'est un livre magnifique, n'est-ce pas? Vraiment magnifique. C'est tout simplement que dans Lysis, on a ce cas unique où Socrate dialogue avec un enfant dont l'âge ne doit pas dépasser 11 ans, d'après ce qui est dit. Et le dialogue porte sur l'amitié. C'est un dialogue de ceux qu'on appelle les dialogues aporétiques, techniquement. C'est-à-dire qu'il s'achève sur une aporie. Il n'y a pas à la fin de définition de l'amitié qui soit apportée. Donc le dialogue s'achève sur un constat d'échec, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle les dialogues aporétiques. On peut évidemment s'interroger sur la nature de cet échec, s'il est apparent ou s'il est réel. D'autant plus que ce qu'il s'agissait de définir, donc, c'était l'amitié. C'était l'amitié. Cet enfant de 11 ans avait tenté de définir l'amitié avec Socrate, et l'échec tient à ce que l'enfant n'arrive pas à définir l'amitié. Mais si vous lisez le dialogue, vous vous apercevez qu'en fait, la définition d'amitié est bel et bien donnée par Socrate au début. Simplement, Lysis, en cours de route, s'est fait un peu promener par Socrate et ne s'en est pas rendu compte, mais Socrate le félicite quand même. Parce que même si Lysis ne peut pas définir l'amitié, Lysis a un sens vital, réel, concret de l'amitié. Il ne définit peut-être pas l'amitié techniquement comme Socrate souhaiterait qu'on le fasse, mais il la vit. Il la vit, il a une très belle amitié avec son ami Ménexène. Et donc, le dernier petit détail, Lysis, Lucis, qui est le nom propre de ce petit garçon en grec, Lucis, ça signifie aussi solution. Voilà, le dialogue est aporétique, mais son titre, c'est Solution. Et Solution, c'est le nom propre de cet enfant. Donc là, il y aurait peut-être quelque chose à creuser pour ce qui est de la voix enfantine. Le problème étant que si vous lisez le dialogue, vous constatez, je pensais vous en lire 3 ou 4 pages, que dans le dialogue, en fait, Socrate amène Lysis à dire et à reconnaître tout de suite qu'en effet, lui, en tant qu'enfant, son objectif numéro 1 devrait être de sortir le plus vite possible de cet état et de devenir un individu adulte, rationnel et apte à participer à la vie politique. Autrement dit, Lysis, tu parles d'autant mieux que tu consens à sacrifier tout ce qui est enfantin en toi. Ce qui est peut-être quand même un peu paradoxal pour parler des voix d'enfants dans l'Antiquité. Bon, donc écoutez, Lysis, Platon, éliminé aussi. Et là, j'aurais pu vous parler de Xénophon, on va passer au latin, j'aurais pu vous parler de Saint Augustin. Et là, en désespoir de cause, je me suis dit,
vous voyez, là, il est déjà 5h moins 20. Il faut trouver quelque chose. Et je me suis rappelé donc Lucrèce. Mon cher Lucrèce, auteur d'un poème qui s'appelle, comme vous le savez, De Rerum Natura, de la nature, qui a été publié, inachevé, à peu près vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui a été excellemment traduit par Madame José Cany-Turpin, qui a eu, à cette occasion, qui s'est vu décerner en 1993 le prix Nelly Sachs, ici même à Arles, par les Assises de la traduction. Voilà. Ce texte est publié en édition bilingue chez Garnier-Flammarion. Alors, à défaut de parler des voix de l'enfance ou des voix enfantines, je me suis dit que je pourrais peut-être parler à la faveur d'un jeu de mots plus ou moins vaseux de l'enfance de la voix, c'est-à-dire de l'origine du langage, et de voir si par hasard les enfants dans ce texte, dans ce poème, n'avaient pas un rôle particulier à jouer dans l'origine même du langage. Et donc les voix de l'enfance seraient non pas seulement orientées vers l'avant, pour être capturées en quelque sorte par un être adulte, mais qu'elles seraient en prise avec les sources mêmes du langage. Si je vais vous parler de Lucrèce, c'est parce que je crois que la réponse est oui, que le texte l'atteste. Alors le texte, je ne l'ai pas photocopié, j'ignorais combien de personnes seraient là, et puis il faut évidemment respecter les arbres et faire acheter les livres. Donc je ne vous ai pas photocopié le texte, mais Louise, qui travaille ici, et Louise qui m'a sauvé la mise, pardon pour la rime, Louise a bricolé un tableau avec un de ces logiciels dont j'ignore même le nom, de façon à faire apparaître le texte en 2 colonnes bilingues. Malheureusement, il est apparu à l'expérience, n'est-ce pas, que les lettres étaient un peu petites. Voilà, même en connaissant le texte, je n'arrivais pas à le déchiffrer au-delà du 3e ou 4e rang. Donc on a commencé on a cherché des solutions et Louise les a trouvées. Alors voilà le début du texte. C'est le passage du livre 5 du De Rerum Natura où Lucrèce parle de l'origine du langage. Il parle en fait dans le livre 5 essentiellement, entre autres choses, de tout ce qui a dû se passer pour que l'humanité en arrive à son stade de développement actuel. De l'inanimé à l'animé, de l'animé à l'humain et de l'humain à nos jours, en gros. Donc en cours de route, on a dû tomber sur l'origine du langage. Donc, at varios linguae sonitus natura subegit mittere, utilitas expressit nomina rerum, non alia longe ration ad quipsa videtur protraer ad gestum pueros infantia lingue, cum facit ut digito que sint presentia monstrent. Faut-il que je lise la traduction pour les derniers rangs? Ou est-ce que c'est lisible? Oui, quand même. La nature fit émettre les différents sons du langage et l'utilité, exprimer les noms des choses. Un exemple voisin nous est fourni par les enfants. L'incapacité même de parler, infantia lingue, les pousse au geste, leur fait montrer du doigt, digito, les objets présents. Alors, vous le constatez, donc là on est au début du texte, j'ai fait un grand 1, on est à l'énoncé de la thèse générale, 1028-1032, 5 vers, 2 vers pour la thèse proprement dite sur l'origine du langage, puis 3 vers pour proposer une analogie avec l'infantia lingue. Quelle est l'origine du langage? La nature a fait émettre les différents sons, l'utilité, utilitas, c'est un terme difficile à traduire, on y reviendra peut-être, exprimer les noms des choses. Puis il s'appuie sur les enfants pour dire que c'est à peu près, c'est pas si différent comme phénomène, pas si différent. Il dit que c'est l'infantia linguae qui a poussé les enfants à montrer les choses du doigt. Vous me direz quel rapport entre la voix et le doigt, déjà. C'est un peu bizarre, il dit que c'est pareil, moi je ne vois pas comment. Mais continuons alors, passons au tableau suivant.
car chacun sent à quoi s'emploieront ses pleines facultés. Le veau irrité menace et poursuit de ses cornes avant qu'elle ne soit apparue sur son front. Les petits des panthères et les jeunes lionceaux se battent à coups de griffes, de pattes et de morsures quand leurs crocs et leurs ongles sont à peine formés. Tous les oiseaux, enfin, nous les voyons se fier à leurs ailes et demander à leur plumage une aide tremblante. Donc c'est parti pour l'explication, pour la justification de la thèse. Si j'avais un reproche à faire à José Cali-Turpin, mais ça ne figure justement pas là, c'est que par souci de rythme, de développement rythmique et d'éclat poétique, parfois elle ne traduit pas toutes les particules de liaison latines. Or ce sont les particules de liaison qui sont comme les articulateurs logiques qui permettent de bien saisir les parties du texte. On va voir. Ici, elle le traduit. Enim, au vers 1033, elle le traduit. Car, autrement dit, la portion de texte qui va suivre explique la portion de texte qui précède. Or, elle était mystérieuse, la partie qui précède. Vous vous souvenez, elle était un peu bizarre. Bon. Donc voilà l'explication. Chacun sent à quoi s'emploieront ou à quoi ou comment il peut utiliser jusqu'au bout, quod possit abuti, ses pleines facultés. Chacun, c'est-à-dire chaque être vivant, tout être vivant, sent, sentit, quisque, c'est un accusatif pluriel, quisque sentit, tout être vivant sent, quoad, jusqu'où, possit abouti, il a le pouvoir d'utiliser totalement, ab, vis suas, ses forces, ses puissances, ses facultés. Tout être vivant a le sens de ça. Vous avez ensuite plusieurs exemples, 3 exemples. Qu'est-ce que ça veut dire ça, avoir le sens de la possibilité d'employer jusqu'au bout ses forces ou ses facultés? Eh bien, premier exemple, le veau qui attaque de ses cornes alors qu'il n'a pas de cornes, pas encore. Les fauves qui griffent et qui mordent alors qu'ils ne sont encore que des nouveau-nés, des lionceaux. Les oiseaux qui, alors même qu'ils n'ont jamais volé, se jettent du haut du nid et tentent de voler. Autrement dit, si la nature vous a équipé de certains organes, elle vous a équipé aussi du sens d'emploi de ces organes, alors même que ces organes ne sont pas encore pleinement développés. Ça va? Et là, vous me direz, là encore, quel rapport avec ce qui précède? Eh bien, ça semble expliquer le doigt des enfants. D'accord? Les enfants ont des mains. Ils ont donc une vis, qui est une puissance, un organe, une faculté inséparable d'un organe, en l'occurrence la main. Et s'il a une main, eh bien, il sait aussi montrer du doigt, exactement comme le veau sait donner des coups de corne. Ça semble être l'explication. Mais quel est le rapport, une fois encore, entre le doigt et l'origine du langage? Eh bien, on est obligé de continuer à s'enfoncer dans le texte pour voir. Allons-y, voyons la suite. Penser qu'un homme ait pu alors donner les divers noms aux choses, les autres apprenant de lui les premiers vocables, est folie. Ah, voilà une autre thèse. Alors, entre parenthèses, le alors traduit ici un terme latin qui doit figurer sur le précédent, mais ne revenez pas au précédent, qui signifie de même, quelque chose entre par conséquent et de même. Autrement dit, on a d'abord avancé une thèse positive sur l'origine du langage, qu'on n'a pas totalement élucidée encore. Maintenant, on va réfuter la thèse adverse. Autrement dit, on va essayer de justifier la thèse qu'on soutient, mais négativement, en détruisant la thèse adverse. Cette thèse adverse, c'est la thèse qu'on pourrait appeler la thèse adamique, si vous voulez, ou la thèse qu'en grec on appelle la thèse du protos heuretes, du premier découvreur. Le langage aurait eu un inventeur. Quelqu'un aurait inventé le langage, une sorte de génie qui ensuite aurait instruit les autres hommes à se servir du langage. Là-dessus, la thèse de Lucrèce se résume en un mot, c'est des hyper est. Des hyper est. C'est de la folie, c'est manquer de sagesse, c'est absurde. Pourquoi? Alors là, c'est un peu technique, mais c'est très intéressant. Première raison,
Pourquoi donc eût-il pu marquer toute chose par des noms et mettre les divers sons du langage en un temps où les autres en étaient incapables? Oui, effectivement, dire le langage a été inventé par quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il avait la capacité du langage. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité du langage. Autrement dit, il nous fait une pétition de principe, en fait. On se donne la capacité de langage et on se la donne chez un seul individu. Pourquoi pas chez les autres? Absurde. Deuxième raison, deuxième objection. Et puis, si les autres n'avaient déjà usé entre eux de la parole, comment s'est inscrite en cet homme la notion de son usage? Et d'où lui est venu le privilège de savoir ce qu'il voulait faire et de le voir en esprit? Alors là, c'est un texte très discuté en philosophie ancienne, mais là, je vais carrément vous lire ce que j'ai écrit. Notez que praeterea, et puis, et ensuite, marque bien qu'il s'agit d'une seconde objection. D'accord? Là, José Couture l'a bien noté, l'a bien traduit, objection numéro 2. Alors, même si l'on concède cette exceptionnalité de l'inventeur du langage, si on concède par hypothèse qu'il a existé, ou qu'il aurait pu exister, d'accord, à savoir qu'un homme seul se serait trouvé avec une faculté extraordinaire que les autres n'avaient pas, même si on concède cela, eh bien, la thèse ne tient pas. Car il reste à expliquer alors comment cet inventeur aurait pu former le concept d'utilitas de ce langage, utilitas qui est à mi-chemin entre l'utilité et l'usage. Comment aurait-il pu s'imaginer, anticiper sur le fait que ce langage pouvait être employé, outil en latin, et que ce langage pouvait être utile, utilis esse en latin. C'est pour ça que le mot utilitas est très difficile. Il marque à la fois l'utilité et l'usage. C'est les deux. Vous voyez ? On en use parce que c'est utile et vice-versa. Or, en l'absence d'autres locuteurs, en l'absence d'un modèle de la parole communicative, en l'absence d'un modèle de communication, cet homme n'aurait pas pu former le concept de l'utilité-emploi du langage. Vous voyez ? Techniquement, on dit en grec qu'il n'aurait pas pu s'appuyer sur un modèle préalable qu'on appelle la prolepsis. Il n'aurait pas pu avoir une prolepsis, une saisie anticipative de ce qu'est le langage. Autrement dit, vous voyez, c'est déjà là, dans ce texte de Lucrèce, une réfutation du concept de langage privé. Il ne peut pas y avoir de langage privé. Ou encore, un enfant laissé seul à lui-même, même génial, ne pourrait pas réinventer le langage tout seul. C'est le cas des enfants sauvages, comme vous le savez. On passe à l'objection suivante. Mais non, pardon, pas au. Là, pour le coup, il faut qu'on remonte. Pardon. On a sauté un tableau. L'objection suivante se trouvait encore, Christophe, sur le tableau précédent. Merci. Un seul homme forcer leur multitude et les dompter? Non. Il n'aurait pas voulu apprendre les noms des choses. Il n'est du reste aucune façon d'enseigner à des sourds ce qu'il faudrait faire, ni de les en persuader. Il s'y refuserait, ne souffrant d'aucune manière que leurs oreilles fussent plus longtemps blessées par des sons qu'on ne peut pas entendre. Un verre a dû sauter sur la suite, mais ce n'est pas très très grave. On a l'ensemble de l'objection ici. La troisième objection, quelle est-elle? Eh bien, toujours en renchérissant, concédons les deux précédents. Supposons qu'il y ait un inventeur du langage. Supposons qu'il ait pu se former par impossible un concept de l'utilité du langage, tout seul dans son coin. Eh bien, ça n'aurait toujours pas pu marcher, parce qu'il y a quand même un rapport de force, n'est-ce pas? Plus exactement, cet homme, ayant inventé le langage, concédons ce point, comment aurait-il fait pour l'enseigner? Ou plus exactement, pour le transmettre? Or là, il n'y a que deux façons de transmettre, en toute hypothèse, dans ce texte. Il y a deux façons, c'est par la force ou pas par la force. C'est-à-dire par la force pure ou par la persuasion, l'enseignement. La force ou la persuasion. Mais la force, elle est exclue, il est seul contre tous. Et la persuasion, elle est également exclue, puisque pour persuader, il faut user de langage. Voilà. On ne peut pas, dit Lucrèce, enseigner
à des sourds. On ne peut pas enseigner à ceux qui n'ont jamais entendu le langage à quoi le langage pourrait servir, puisqu'ils ne le possèdent pas. Bon, donc, vous le voyez, au fond, toutes ces objections viennent d'un même point. L'adversaire de Lucrèce se donne le langage comme une sorte de ready-made, comme une sorte d'objet tout fait qui surgirait tout armé du cerveau d'un génie, comme Athéna a surgi du cerveau de Zeus. Mais au fond, l'hypothèse adamique du premier inventeur nommant les choses et après apprenant le langage aux autres, cette hypothèse n'explique rien. Elle n'explique pas l'origine parce qu'elle ne dégage pas la généalogie, la possibilité d'un engendrement effectif du langage. Continuons notre petite promenade. Alors là, vous voyez, elle n'a pas traduit malheureusement item, qui permettrait de distinguer qu'il s'agit ici d'un troisième argument. Elle a préféré se laisser embarquer par le mouvement. Ça fait une belle traduction rythmée, mais du coup, on perd un tout petit peu la construction argumentative. Bon, là-dessus, Lucrèce va revenir à sa thèse. Maintenant qu'il a démoli la thèse adverse, il revient à sa thèse. Alors, la reprise de la thèse, on peut passer, Christophe, au tableau suivant. Voilà. Mais enfin, pourquoi tant s'étonner si le genre humain, ayant voix et langue efficaces, note les choses de sons variant, il y a un S en trop là, pardon, j'ai dû taper ça trop vite, note les choses de sons variant avec la sensation, quand les troupeaux muets, quand les bêtes sauvages émettent des sons différents et variables selon qu'ils souffrent ou craignent ou que leur joie éclate. Alors là, il faudrait un point d'interrogation. Lorsque les molosses frémissent de colère, leurs grandes babines molles dénudent leurs crocs durs, leur rage contenue fait entendre un bruit menaçant, fort éloigné des aboiements qui remplissent l'espace. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien, vous voyez, les objections qui étaient faites à l'hypothèse du premier inventeur du langage étaient toutes interrogatives. Là, on a une dernière question, même si le point d'interrogation a sauté. Non, il est là, au troisième vers. D'accord ? Qu'est-ce que la thèse épicurienne a de si étonnant, de si surprenant? Pourquoi est-ce qu'elle répugnerait, au fond? Il n'y a aucune raison. Pourquoi être étonné que le genre humain, qui a une voix, qui a un organe de la parole, s'en serve de façon variable pour noter les choses à l'aide de sons, dit Lucrèce, quand nous voyons les animaux eux-mêmes user, même les animaux muets, c'est-à-dire n'ayant pas la parole articulée, même les animaux muets, se servir de sons pour exprimer différents états, n'est-ce pas? Souffrance, crainte ou joie, c'est-à-dire des états émotifs, d'accord? Des états affectifs ou émotifs. Donc, on revient à la thèse ici. Si les animaux se servent de leur voix pour exprimer des états internes, intérieurs, émotifs, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que l'homme se serve lui aussi de sa voix, avec une valeur expressive? Bon. Ah, là, on arrive à la voix. On a perdu le doigt de vue, on arrive à la voix. Remarquez-le. Comme vous le voyez, la justification va se faire exactement comme avant, par une série d'exemples animaux. Le premier exemple animal, le plus développé, très beau dans le texte, à mon avis, c'est l'exemple des chiens molosses, une espèce de chien. Alors, première chose, quand les molosses frémissent de colère, ils emploient une certaine voix. Et quand ils sont vraiment furieux, leurs aboiements emplissent l'espace. Donc là, il y a une différence de degré, si vous voulez, dans la colère du chien, qui se traduit par une différence d'ampleur dans la voix, qui est reconnaissable, qui est audible. On peut passer au suivant. Et lorsqu'ils cajolent et lèchent leurs petits, les culbutent entre leurs pattes, les prennent dans leur gueule, leur jappement d'affection est bien différent de leur hurlement désolé parmi la maison vide ou de leur plainte quand l'échine basse, ils fuient les coups. Vous voyez le système argumentatif de Lucrèce. Nous pouvons voir que les chiens produisent certains sons en jouant avec leurs petits, produisent d'autres sons quand ils sont laissés à eux-mêmes dans une maison vide,
et produisent d'autres sons encore quand ils fuient les coups. Autrement dit, différentes circonstances correspondent à différents états émotifs et différents états émotifs répondent à, ou produisent, correspondent à différentes voix, différents volumes de voix. Donc, les chiens, aucun doute, les chiens produisent bel et bien, expriment bel et bien une diversité d'états par une diversité de sons. Nous le voyons, c'est naturel. Pourquoi ne pas reconnaître la même naturalité dans l'usage humain de la dimension vocale? C'est ça l'idée de Lucrèce. Mais bon, un autre exemple. Et le hennissement n'apparaît-il pas divers quand parmi les cavales un jeune et fougueux étalon, s'emportant sous l'aiguillon de l'amour empeiné, frémit pour livrer le combat, les naseaux dilatés, et quand d'autres fois, tout tremblant, il hennit encore? L'exemple du cheval, on ne va pas s'y attarder parce qu'il est obscur dans le texte latin, à mon avis. On a l'impression que là, il n'a pas pu le développer vraiment, mais en gros, il semblerait que le cheval, Equus, est d'abord florenti aetate. Il est d'abord un étalon tout jeune, lâché parmi les cavales, parmi les juments, frappé par l'amour, puis ad arma, edit ad arma, c'est un cheval de combat, un étalon adulte, et enfin concussis artibus, les membres rompus, ce serait peut-être un cheval à la retraite, si vous voulez. Et donc là, les différents hennissements seraient rapportés à différents âges, non pas à différentes circonstances, comme pour le chien, mais à différents âges. Mais on passe, parce que c'est un exemple dont le texte est un peu incertain. Enfin, l'agent aîné, tous les oiseaux diaprés, les éperviers, les orfraies, les plongeons, qui parmi les flots amers de l'océan vont quérir nourriture et vie, lancent à différents moments de tout autre cri que lorsqu'ils luttent pour manger et disputent leur proie. Vous voyez, toujours la variété des cris qui correspond à la variété des situations, la variété des états, la variété des espèces. La vie animale est quelque chose de bouillonnant et qui se différencie de par soi. Quelques-uns encore modulent selon le temps leur chant rauque, ainsi les corneilles centenaires, les bandes de corbeaux, qui réclament, dit-on, l'eau et la pluie, parfois les vents et les tempêtes. Dernière source, avec les oiseaux, dernière source de variété possible du cri, ou de l'usage de la voix, c'est le temps même, la pure succession du temps, parce que jamais le temps ne reste semblable, ne serait-ce que météorologiquement. Et comme vous le voyez, le mouvement, la variété, est une sorte de loi cosmique. Vous voyez, on passe de l'eau et de la pluie au vent et aux tempêtes. L'eau, le vent ne cessent de se livrer combat. Le monde bouge sans cesse. La vie bouge avec ce mouvement et les cris accompagnent et expriment la variété de ces mouvements. Si donc les sensations variées poussent les animaux, tout muets qu'ils soient, à émettre des sons variés, combien il est plus normal que les hommes d'alors aient pu noter par des sons divers les diverses choses. Alors, avez-vous remarqué ce que fait Lucrèce et êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Ne rassurez-vous, il n'y aura pas d'interro, ce n'est pas ça la question. C'est que ce qui est tout à fait étonnant, d'accord, voilà, avez-vous reparé la petite ruse? Depuis le début, l'homme, lui, a le pouvoir de res voce notare, de noter, d'indiquer, de remarquer, de signaler les choses res par sa voix. Pas simplement d'exprimer des états en fonction des circonstances, comme les animaux, d'accord? L'homme ne fait pas qu'exprimer son état par la voix, il montre, il indique des choses. C'est ça qu'il faut expliquer, c'est la capacité à notare avec la voix. C'est cela qui distingue l'homme des autres animaux. Et c'est bien cela que Lucrèce s'est employé à faire au début du texte, avec son petit enfant et l'index qui pointe. Car au début du texte, on n'y revient pas, rassurez-vous, au début du texte, l'enfant avec son index qui pointe ne faisait pas partie de la liste des autres animaux. D'accord ? Les autres animaux servaient à montrer, au début du texte, comment, quand on a un organe, ou quand on va en avoir un, on sent déjà comment on s'en servira. D'accord ? Voilà. C'était ça qu'étaient censés démontrer les exemples, pour montrer que l'enfant, tout naturellement, va se servir de son doigt pour montrer. Mais aucun autre animal ne montre. Aucun autre animal. D'accord ? C'est son privilège. Donc,
Vous voyez, le texte, sous sa forme poétique, est assez subtil. Il suggère, sans trop le dire, que le langage naît à la faveur d'un croisement entre plusieurs facultés naturelles. Le langage n'est pas simplement une faculté qui aurait été donnée en bloc à l'espèce humaine et pas aux autres espèces. Parce que là, vous retombez sur l'hypothèse du espèce de don divin, si vous voulez, qui est celle de l'hypothèse adamique. En fait, le langage naît à l'intersection entre une capacité indicative ou déictique, le doigt, qui vous met en rapport avec l'extérieur, qui est déjà, pour faire un peu de philosophie, dans la transcendance du référentiel, qui est dans l'informatif, dans l'action, dans l'activité, d'une part, et d'autre part, la voix, la langue, la bouche, l'appareil phonatoire, qui lui met en rapport avec un intérieur, avec une dimension émotionnelle, et qui est dans l'immanence de l'émotionnel et de la circonstance, et qui est donc du côté de la passivité, ou si vous voulez, de la passion. Le langage humain naît au croisement de ces deux-là. Et vous voyez, Lucrèce commence par parler de la dimension déictique, il ouvre une parenthèse critique pour démolir la thèse inverse, et il développe ensuite la dimension expressive, mais il n'appuie jamais sur le fait que chez l'homme seul, la dimension déictique et la dimension expressive ont été mises en rapport. En quelque sorte, l'être humain se greffe un doigt dans la voix. Il vise de la voix comme d'un doigt. Il articule ainsi l'intérieur et l'extérieur, l'indicatif et l'expressif. La métaphore, le transport du sens, est bien au cœur du langage, mais ce transport est d'abord d'une fonction organique sur une autre fonction organique. Cette métaphore ou cette greffe-là, seul l'homme l'a faite. L'animal est privé de la mise à distance référentielle. Les griffes des lions, les cornes des veaux sont faites pour être au contact. L'animal ne peut pas mettre à distance. Il est privé du codage de l'expressif dans le désignatif. Il reste enfermé dans une expressivité naturelle donnée une fois pour toutes dans l'espèce. Ces différentes variétés de cris sont expressives, mais elles constituent un ensemble fermé. Seul l'homme a branché le codage expressif sur l'illimité que lui ouvre l'indication référentielle, sur l'infini du monde. Il a les deux, l'homme, et leur mise en rapport, parce que lui seul dispose des organes pour cela et de leur couplage. Lui seul a été capable du circuit œil, main, bouche. Et j'étais dans le train quand j'ai lu, il faudrait ajouter l'œil, mais là on n'a vraiment pas le temps, j'ai lu dans le Scientific American de novembre un passage qui confirme la science cognitive avec les gros appareils de neurologues actuels retombe exactement sur cette thèse-là. C'est assez amusant, et ce qui est très amusant, c'est que la dame qui travaille depuis 40 ans sur ces questions ne soupçonne absolument pas l'existence de Lucrèce. Bon, c'est mignon. Bon. Alors, une dernière question, et on aura fini avec le cœur du sujet, et d'ailleurs on en restera au cœur du sujet à un détail près, ou deux. Encore faut-il que cette capacité dont l'homme seul était capable devienne effective. D'accord ? Pour l'instant, c'est une virtualité. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que l'homme puisse faire ci ou ça ? Mais il faut qu'il le fasse effectivement. D'accord ? Il faut que cette capacité devienne effective, soit devenue effective historiquement. D'accord ? Pourquoi et comment cette capacité humaine s'est-elle déployée pour devenir réelle ? C'est le dernier tableau, et c'est en fait le début du texte que l'on sépare souvent. On fait souvent commencer dans les éditions Origine du langage, au point où j'ai commencé le commentaire. Mais en fait, subtilement, il y a des détails auparavant qu'il faut prendre en compte. Le feu rendit les corps frileux, incapables de supporter le froid sous le manteau du ciel. Vénus énerva leur vigueur et les caresses des enfants fléchirent aisément le fier caractère des parents. Alors, ils commencèrent à se lier d'amitié. En voisins désireux d'éviter le mal et les offenses, ils se recommandèrent les enfants et les femmes, signifiant en balbutiant de la parole et du geste qu'il était juste que tous aient pitié des faibles. Et là-dessus, Lucrèce commence à expliquer l'origine du langage. Parce que c'est là que la question de l'origine du langage se pose, et pas avant.
Que nous dit Lucrèce dans ce petit passage? Que l'homme primitif était robuste, voire brutal, qu'il avait le cuir épais, il faut le supposer, sinon il n'aurait pas survécu aux intempéries, mais qu'après l'invention du feu, le corps s'est détendu, le cuir s'est affiné, nous sommes devenus plus tendres, au propre comme au figuré, et l'un des effets de cette tendresse, c'est que les caresses des enfants sont devenues sensibles aux parents. D'accord ? Et ces caresses des enfants sensibles aux parents ont rendu les enfants chers aux parents. Et les parents, les forts, alors ont commencé à se lier d'amitié aux voisins pour négocier avec les voisins des pactes de non-agression, au profit des faibles, au profit des femmes et des enfants. Bien, alors ce qui m'intéresse ici, évidemment, c'est que le langage a donc évidemment une dimension d'emblée sociale, d'emblée plurielle. Un premier inventeur, ça n'a pas de sens. Le langage ne s'est pas inventé tout seul dans son coin, fût-ce dans le crâne d'un génie. Il est né dans la transaction, mais ce qui est très beau, c'est qu'il est né au nom de ceux qui ne pouvaient pas encore parler. Il est né au nom des enfants, des infantes. Le chien, le taureau, le lion s'y prennent autrement pour défendre leurs petits, des dents, des cornes, des griffes. Les hommes, parfois aussi, se servent d'autre chose que du langage. C'est une autre histoire, c'est même l'histoire avec un H majuscule, malheureusement. Mais Lucrèce, vous le voyez, explique l'origine du langage en termes qui en rendent compte à la fois au niveau de l'espèce et au niveau de l'individu. Nous avons un certain corps avec certains organes qui fonctionnent d'une certaine façon, à la fois isolément et ensemble. En outre, nous sommes des animaux grégaires ou sociaux. Le langage est le fait d'un animal doté d'un appareil phonatoire, de membres préhensiles, d'instincts sociaux, mais historiquement, ces capacités se sont développées dans l'humanité comme ces capacités se développent dans chaque individu, dans chaque petit enfant qui commence à montrer du doigt en gémissant. La base est naturelle, le développement est social. Nous naissons donc tous infantes, incapables de parler, sans voix, mais nous naissons dans l'élément qui nous est naturel et nécessaire et qui est le langage. Nous ne restons pas donc nous ne restons pas infantes. Nous naissons tous infantes, mais nous ne le restons pas. Nous ne pouvons pas ne pas sortir de l'enfance. Mais ce sont bien donc les voies de l'enfance qui ont ouvert l'humanité à l'enfance de la voix humaine. Vous avez vu la formule, elle est conclusive, elle est très conclusive, et pourtant j'en ai écrit moitié plus. Mais je crois que ça suffit amplement, parce qu'il est déjà 5h10, donc ça fait déjà 1 heure que je tiens ce crachoir, et voilà. Et donc, à moi de vous poser la question, que dites-vous de Gauss ? Très bien. 5050. Ah ben, c'est monsieur le directeur qui a trouvé la réponse. 5050. Alors, la réponse est exacte. Et pourquoi 5050 ? On vous entend mal, monsieur le directeur. 1 plus 99, 2 plus 98, etc. Est-ce que le etc. est un peu court pour certains ? Alors, je vous donne la réponse de Gauss. C'est bien celle-là, mais il était pour une fois plus bavard que toi. 0 et 100, ça fait 100. 1 et 99, ça fait aussi 100. 2 et 98, ça fait aussi 100. 3 et 97, ça fait aussi 100. Je continue, vous avez compris jusque-là. Donc, nous avons donc de 0 à 49, nous avons 50 couples de chiffres, de nombres, pardon, dont la somme fait 100. 50 couples valant 100. Et il reste au milieu 50. Donc, 50 fois 100, 5000, plus 50. Vous voyez ? De là à généraliser et à dire que la formule de la somme, c'est la somme de 0 à n, quand le pas est de 1, c'est n fois n plus 1 divisé par 2, il n'y a qu'un pas que Gauss a franchi, mais tout de suite, évidemment, tout de suite. Et ce gamin, ce garnement, avait 7 ans. C'est aussi ça, parfois, la parole des enfants. C'est très, très étonnant. Alors, comme j'avais quand même le sentiment d'être un tout petit peu hors sujet,
Avez-vous encore un tout petit peu de patience? M'accordez-vous encore 2 minutes? Oui. J'avais prévu une partie pour développer, à partir de ce commentaire de Lucrèce, que les enfants ont par conséquent le génie de l'amitié. Parce que, comme vous le voyez, l'amitié, se lier d'amitié, ce n'est pas seulement se lier d'amitié avec les voisins, c'est aussi l'amitié entre parents et enfants, et l'amitié entre parents eux-mêmes. L'amitié, vous voyez, elle naît comme une sorte de nécessité de survie, presque, entre individus. Mais comme toujours, les nécessités chez les épicuriens, elles entraînent comme des suppléments, elles entraînent sur des pistes qu'on n'avait pas anticipées avant. De même que le croisement du doigt et de la voix entraîne quelque chose qui était inanticipable et qu'on appelle le langage, de même, cette situation-là, nouvelle, elle entraîne quelque chose d'inanticipable qui n'existait pas et qui s'appelle, d'un très beau mot, l'amitié. C'est pourquoi les enfants, vous l'avez remarqué, sont des génies de l'amitié. Les enfants ont un génie extraordinaire de l'amitié. Et s'ils ne peuvent pas satisfaire ou exprimer ce génie, ils sont très malheureux, comme vous le savez. Les adultes oublient un peu ce génie en route parfois, pas seulement leur génie mathématique, mais aussi leur génie de l'amitié, mais ils le perdent parfois. Mais quel rapport avec la conclusion que je voulais donner? Eh bien, c'est très simple. Je voulais un petit geste d'amitié. Je voulais quémander un petit geste d'amitié, parce que si je suis venu ici, c'était par amitié. Donc, je vais demander à une lectrice bénévole de me rejoindre et de vous adresser un petit geste d'amitié avec moi. Je remercie Agnès de me rejoindre et de découvrir sous vos yeux, un peu intimidé, un texte dont je vais lui demander de lire les premiers vers en anglais. Ou est-ce que tu préfères lire d'abord un vers en anglais et je lis le français? C'est comme tu veux. Ou tu préfères des blocs? C'est toi le chef. Moi, je viens d'apprendre que je vais lire en anglais. Je suis angliciste et pas anglophone, donc pardonnez mes fautes. Comme je vous pardonnerai les vôtres, bien sûr. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Elle traduit de l'anglais. Elle est angliciste, elle traduit de l'anglais, elle a étudié l'anglais, elle est agrégée d'anglais, pour tout vous dire. Voilà. Je savais bien que je susciterais ces protestations. Alors, je fais un et toi un? Non, tu le fais comme tu veux, je te suis. There was a child went forth every day, and the first object he looked upon, that object he became. And that object became part of him for the day, or a certain part of the day, or for many years, or stretching cycles of years. Donc c'est la première strophe d'un poème de Whitman qui s'appelle « There was a child went forth ». Il y avait un enfant qui partait à l'aventure tous les jours, et le premier objet qu'il voyait, il devenait cet objet. Et cet objet devenait une partie de lui-même pour la journée ou une partie de la journée, ou pour de nombreuses années, ou de longs cycles d'années. Vous avez 2 très belles pages, mais il est tard, donc peut-être que tu peux prendre... Tiens, à partir du Shadows. schooner maybe. The schooner nearby sleepily dropping down the tide, the little boat slacked out astern. The hurrying, tumbling waves, quick broken crests, slapping, the strata of colored clouds, the long bar of maroon tint away, solitary by itself, the spread of purity it lies motionless in, the horizon's edge, the flying sea crow, the fragrance of salt marsh and shore mud, these became part of that child who went forth every day and who now goes and will always go forth every day. La goélette toute proche qui descend paresseusement avec la marée, le petit bateau attaché à sa poupe qui la suit mollement, les vagues qui se hâtent et se bousculent, leurs crêtes vite brisées, leur entrechoquement, les strates de nuages colorés, la longue barre de teinte marron au loin là-bas toute seule, l'étendue de pureté où elle se tient immobile, le bord de l'horizon, le goéland qui vole, l'odeur des marais d'eau salée et de la boue du rivage, tout cela est devenu une partie de l'enfant qui partait à l'aventure tous les jours et qui maintenant va et ira toujours à l'aventure tous les jours.